Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le lundi 9 décembre 2019 dans l'actualité ce soir. Prendre le temps de la réflexion, prendre du recul, c'est l'objectif des Assises de la montagne organisées par le Syndicat national des guides. Objectif numéro 1, la sécurité. On fait le point dans un instant avec un reportage signé Sébastien Germain. Le train de retour dans le Grand Genève après l'ère du tout-voiture, le Léman Express rabat les cartes en termes de mobilité sur le territoire. Il entrera en service dimanche. Nous ferons le point avec un historien spécialisé sur le sujet, Claude Barbier. Il espère que le Léman Express n'est qu'un début. Le monde de la montagne réuni à Megève ce week-end. Oui, un an après la première édition qui s'était déroulée à Nice, le syndicat national des guides de montagne organisait les deuxièmes assises de la montagne ce week-end dans la station aux Savoyardes. Plus que jamais, la problématique de la sécurité est au cœur des préoccupations après une année 2018 particulièrement meurtrière. Sébastien Germain était sur place. La sécurité encore et toujours. Voilà très concrètement ce qui ressort de ces deuxièmes assises de la montagne organisées par le syndicat national des guides de montagne ce week-end à Megève. Durant 2 jours, des guides, des experts et des professionnels ont enchaîné les tables rondes avec un objectif commun: réduire l'accidentalité en montagne. Le SNGM a donc présenté son plan d'action qui s'articule autour de 3 grands axes. Un partenariat avec Météo France et l'application Grims, le développement des groupes WhatsApp qui favorisent les échanges et la mise en place des fameux retours d'expérience. De tous les événements, que ce soit un événement précurseur, un événement de type incident, un événement de type accident, on apprend à partir de ces erreurs et c'est bien à partir de ces erreurs qu'on apprend à mettre des marges de sécurité dans toute activité. Et ce retour d'expérience doit être formalisé, doit être organisé de façon à pouvoir partager ce retour d'expérience à l'ensemble des guides de la profession. Il n'y a aucun guide de haute montagne qui fait volontairement une erreur. Et donc toute cette difficulté doit être encadrée et protégée. Quelqu'un qui déclare une erreur, il faut lui dire merci plutôt que de l'engueuler en disant tu aurais dû faire attention. S'il est évidemment encore beaucoup trop tôt pour savoir quels seront les impacts directs de ces mesures sur la sécurité et l'accidentalité, la tendance est quand même sérieusement inversée après une année 2018 catastrophique en termes de chiffres. La mise en œuvre du plan, elle a avancé de manière très significative. Cette année, aussi bien pour la saison d'été que d'hiver, on a eu une baisse assez spectaculaire de l'accidentalité cette année. Mais de là à dire que c'est dû au plan d'action, ça c'est un petit peu exagéré. La montagne reste un terrain de jeu très aléatoire. L'éducation et les bons gestes doivent donc permettre aux générations à venir d'appréhender au mieux ce milieu naturel. Le plus simple consiste à s'adresser aux enfants, aux adolescents. Nous le faisons. Nous avons plus de 12 000 collégiens qui viennent pratiquer le savoir skier, prendre les précautions de fréquentation de la montagne, savoir utiliser la montagne et la respecter en même temps. Les assises de la montagne du SNGM ont vocation à devenir un événement annuel. Le rendez-vous est donc pris pour 2020. Il permettra de constater ou non une certaine avancée. La sécurité en montagne, justement, avec une opération de secours réussie cette nuit en Savoie. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 2h30 pour porter assistance à une jeune femme sur le site du Trou de Goliath à Harit. Elle participait à une sortie spéléo dans les Bauges et n'a pas réussi à remonter avec le reste du groupe alors qu'elle se trouvait à 300 mètres de profondeur et à 1000 mètres de la sortie. 5 secouristes, un infirmier et 6 sapeurs-pompiers se sont donc rendus sur place. Il était 7h30 ce matin lorsque la jeune femme et les 2 personnes restées à ses côtés ont été extraites. Un bilan médical est en cours. La mobilité au cœur de cette semaine en Haute-Savoie. Jeudi 12 décembre sera inauguré en grande pompe le Léman Express, le plus grand RER transfrontalier d'Europe qui aura coûté la bagatelle de 2,2 milliards d'euros. Il entrera en service pour de bon le 15 décembre prochain, dimanche. D'ici jeudi, nous allons revenir sur les différents enjeux de l'événement. Claude Brasier, historien, s'est particulièrement intéressé au sujet. Il plaide pour une véritable politique de transport binational. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Riche en informations et en mise en perspective historique, l'Atlas des mobilités en Pays de Genève aborde l'épineuse question des transports dans le bassin genevois. Des premiers sentiers empruntés par les hommes jusqu'à l'ouverture du Léman Express, ce sont plus de 2000 ans d'histoire des voies routières, ferroviaires et lacustres qui sont abordés. Premier constat, Genève s'est retrouvée coupée sur le plan ferroviaire de son arrière-pays avec l'apparition du train dans la seconde moitié du XIXe siècle. Un divorce accepté jusqu'à ce que la voiture vienne s'imposer. Ce qui me paraît de toute façon indispensable dans ce territoire, c'est d'avoir une politique cohérente en matière de transport. On ne peut pas se permettre sur un aussi petit territoire d'avoir 2 politiques de transport. Avec d'un côté une politique qui reste axée sur le routier et l'autoroutier, et de l'autre une politique qui est axée sur le ferroviaire, le transport en commun.
c'est de l'histoire qui bégaye parce qu'il aurait dû se faire déjà il y a 120 ans. Il se fait seulement maintenant. Enfin, ouf, tant mieux. J'ai envie de dire maintenant, bon, le coup d'après, voilà, c'est ça. Il est là, il est indispensable. Il faut que ce soit une réussite. Je pense qu'il va l'être. Mais maintenant, c'est de se dire, mais allez, il y a une logique à ce Léman Express. Comment envisage-t-on maintenant sa suite ? Page après page, l'histoire des mobilités impose ses constats tout en se risquant parfois à la légèreté, voire à l'anecdote. Un projet prévoyait par exemple de faire passer des bateaux par le sommet du mont Sion dans le cadre d'une liaison Rhin-Rhône. Plus démonstratif, la gare de Viry, aujourd'hui abandonnée. Elle est un témoin direct d'une époque qui acceptait sans état d'âme l'abandon du rail au profit de la voiture. C'est le symbole de l'abandon du ferroviaire pendant plusieurs décennies. C'est l'ère du tout-voiture sur laquelle on va immanquablement devoir revenir. Donc moi j'espère voir prochainement, dans l'espace de 5 ans, de revoir cette gare réouverte. L'erreur politique, c'est de se dire on s'arrête là. Alors là, ça serait vraiment une folie, parce que là, on en resterait pour le coup, alors toujours avec la juxtaposition de 2 politiques de transport dans ce territoire, avec des opérateurs qui voudraient continuer toujours à faire du routier, de l'autoroute et autres, alors que ce n'est pas ça qui est attendu. Si le tramway a servi de couture régionale entre 1880 et 1930, venant compenser ce que le chemin de fer n'avait pas permis de réaliser en raison d'une frontière trop présente, l'Atlas des mobilités du pays de Genève dessine le futur des transports et des mobilités durables dans la construction régionale lémanique. La mise en service du Léman Express et le tramway Genève-Annemasse est une étape nécessaire vers une redéfinition des mobilités pour le Grand Genève. Et j'ajoute que 8 Mont-Blanc sera particulièrement mobilisé, vous vous en doutez, jusqu'à lundi pour vous faire vivre les différents temps forts de cette mise en service du Léman Express. Demain, reportage dans le journal avec le directeur de Lémanis en charge de l'exploitation de ce RER. Et Claude Barbier, que vous venez de voir dans le reportage de Jean-Paul Crespi, sera sur le plateau de l'émission spéciale enregistrée en direct depuis la gare d'Annemasse, lundi de 7h à 8h. On ouvre à présent une large page de sport. En football, l'aventure en Coupe de France est terminée pour le FC Annecy. Elle s'arrête au 8e tour ce samedi au Parc des Sports. Les Rouges ont eu pourtant les occasions pour éliminer Chambly, club de Ligue 2, mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. Récit d'une après-midi très frustrante avec Sébastien Germain. Le FC Annecy, club de National 2 contre Chambly, actuel 17e de Ligue 2. Cette rencontre du 8e tour de la Coupe de France paraissait déséquilibrée sur le papier. Et pourtant sur le terrain, ce fut une toute autre histoire. Les Annéciens lancent les hostilités dès la 2e minute. Alexandre Fillon alerte Jean-Jacques Rocky dans la profondeur. Le centre du capitaine au Savoyard est repris par Anthony Le Tallec, sans réussite. 5 minutes plus tard, Romuald Demarié tombe sur un gardien camblisien vigilant. On retrouve Anthony Le Tallec à la 12e minute, mais son but est refusé pour hors-jeu. Le buteur au Savoyard ne trouve décidément pas la clé, comme sur ce nouveau duel, cette fois-ci remporté par Pinotto, le gardien adverse. Et ce n'est pas terminé puisque Nicolas Garbi va lui aussi tutoyer la barre transversale de Chambly sur cette frappe soudaine à la 28e minute. Rien n'y fait, 0-0 à la mi-temps et on se demande encore comment. Mais on le sait, le football reste une science loin d'être exacte. Chambly, jusqu'alors totalement inoffensif, va pourtant ouvrir le score à la 56e minute par son numéro 8, Joachim Eckmayer. Douchés par le réalisme adverse, les Rouges vont néanmoins trouver les ressources pour revenir dans le match. Jean-Jacques Rocky est bousculé par Gonzalez dans la surface. Monsieur Rainville siffle penalty. Et l'expérimenté Anthony Le Tallec ne tremble pas pour égaliser et ouvrir son compteur but avec Annecy. Action identique 3 minutes plus tard, mais dans l'autre surface de réparation. Cette fois, c'est le premier buteur Eckmayer qui se retrouve au sol. Un nouveau penalty. Le capitaine camblisien Thibaut Jacques prend un contre-pied Lucas Mossio et Chambly repasse devant. À 10 minutes de la fin, Alexandre Fillon pense égaliser, mais son but est lui aussi refusé. La toute dernière opportunité est pour Anthony Le Tallec, mais Pinotto sort l'arrêt qu'il faut. Score final 2-1 pour Chambly. Beaucoup de regrets pour le FC Annecy qui sort donc de la compétition. Je pense qu'il y avait de la place. À partir du moment où on ne concrétise pas, on se fait punir. Je pense surtout dans les premières 20 minutes. Même après leur deuxième but, il y avait encore de la place. Je pense qu'actuellement, on est un peu dans le dur. Mais bon, toute série va avoir une fin parce que c'est pas possible d'être mascar comme ça sur les dernières prestations de mon équipe. Malgré cette défaite, le FC compte bien s'appuyer sur cette prestation encourageante
pour relancer la machine en championnat. Nous, on a notre objectif, c'est la montée en nationale. Donc on va se mobiliser rapidement pour repartir de l'avant. On est un petit peu en manque de réussite en ce moment, mais on arrive quand même à être encore dans la course. Donc maintenant, voilà, il nous reste 2 matchs avant la trêve, à nous de bien les entamer pour pouvoir bien terminer. Prochain match pour Annecy ce vendredi avec la réception de Louan-Cuiseaux, actuel 2e du classement. Et il n'y aura pas de club savoyard qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France puisque ce samedi soir, devant 2300 spectateurs à Rumi, l'ES Chilly s'est incliné 1-0 après prolongation face à Fabrègues. Et puis un peu de hand. Ouais, c'était un match très attendu, celui des 16e de finale de la Coupe de France. Le CS Anne-Sylvieux recevait Montpellier, le club français le plus titré du hand ce dimanche. Il n'y a pas eu de miracle, mais le CSAV a ravi ses supporters. Pour les Ancyleuviens, le pari est gagné. On écoute quelques réactions recueillies par Sébastien Germain. Je ne sais pas si on peut avoir une réaction objective après un match comme ça. Je crois que le résultat importe peu ce soir. C'était surtout cette ambiance qu'on attendait depuis un petit moment, depuis qu'on sait qu'il y a eu le tirage contre Montpellier. Voilà, on perd de 9 buts, mais je crois qu'on est très, très satisfait parce qu'on a montré, je pense, de belles images. On a montré une équipe qui avait beaucoup de valeur et qui a été arrivée là avec beaucoup de cœur. Et je suis très content pour le handball annécien, je suis très content pour le club d'Annecy CSAV Handball et pour mes joueurs parce qu'ils l'ont bien mérité. On s'était dit entre nous, on voulait prendre moins de 10 buts. L'objectif il est atteint. Et le but c'était de prendre le maximum de plaisir face à Montpellier qui avait quand même une très belle équipe ce soir. On a payé l'excès d'engagement du début du match, on a tout donné dans les 10 premières minutes. Et puis après voilà, on fait quelques erreurs bêtes et du coup après derrière forcément ils nous font payer cash nos erreurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Victoria, je te laisse conclure. On termine ce journal avec quelques images de l'ouverture de la station de Méribel ce week-end. Une ouverture festive, vous le voyez. Le groupe ukrainien Light Balance a illuminé le front de neige de Motaré à l'occasion d'un show de danse plutôt original, mêlant danse et technologie. On termine là-dessus. Passez une très belle soirée. À demain. Et voilà, Accès Direct, c'est terminé pour ce soir. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 21h avec Lac Sentinelle sur le territoire du Parc National des Écrins. Une découverte de la beauté, de la diversité des lacs d'altitude et puis des rencontres avec les acteurs qui les étudient. Je vous retrouve ce mardi pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Au programme, le docteur Jean-Henri Ruel, neurologue, nous parlera du service Handiconsulte de l'hôpital d'Annecy. Je recevrai également un incubateur de projets solidaires installé en Savoie, IDCube. Enfin, nous rouvrons notre rubrique Un jour, une station avec pour démarrer le directeur de l'office de tourisme de Crans-Montana. Je vous dis à demain. D'ici là, passez une très très belle soirée.